à 6 jours du référendum, c'était cela, un port en feu. La poursuite de l'opération Terre brûlée privait la cité de la moitié de ses réserves de carburant. Coupé du monde, Oran semblait s'entêter dans la folie de détruire. Des incendies s'allumaient un peu partout, dans la rue où les meubles se consumaient, aux étages des immeubles désertés. La grande cité offrait le triste spectacle d'une ville qui se suicide. Sur le port, on campait dans l'attente d'un navire en partance. Ils étaient là des milliers pour qui ne semblait rester d'autre solution que la fuite. Et puis, les événements se sont précipités. Coup sur coup, on apprenait la fuite de l'ex-général Gardi et du dernier bastion de l'OAS, la constitution du comité de réconciliation. Et c'était l'événement que l'on n'attendait plus, que l'on n'aurait même pas pu imaginer. Musulmans et Européens se retrouvaient pour sceller la réconciliation. Tour à tour, Monseigneur Lacaste, évêque d'Oran, les responsables FLN, les notables musulmans faisaient savoir que les deux communautés s'étaient retrouvées, que musulmans et Européens allaient de nouveau pouvoir vivre côte à côte. Et d'heure en heure, voici que les manifestations de joie remplaçaient la suspicion, la crainte, l'hostilité. Dans la ville, les barrières matérielles tombaient. On enlevait les barbelés et les Européens qui tout à l'heure ne songeaient qu'à partir commençaient à réemménager. C'est dans cette nouvelle atmosphère qu'Oran allait participer au référendum. En quelques heures, des oui jaillissaient, ce oui qui signifiait l'indépendance et aussi la coopération. À l'ouverture du scrutin, les musulmans se pressaient au bureau de vote. Et les Européens aussi votaient. Ils sont venus beaucoup plus nombreux qu'on ne pouvait l'espérer. Dans toute l'Algérie, on enregistrait une participation électorale importante à plus de 85%. La majorité des Européens présents a pris part au scrutin. Sétif, pendant ce temps, revoyait Ferhat Abbas, l'ancien président du GPRA, qui, après 6 ans d'exil, retrouvait sa ville et sa famille au milieu de l'allégresse générale. Et tandis que quelque part dans l'Algérois, des détachements de la Wilaya 4 manœuvraient, une question se posait, qu'allait faire la LN, celle de l'intérieur et celle qui stationnait à l'extérieur des frontières, à la suite de la brusque crise du GPRA créée par le départ de Ben Bella. À Tunis, le président Bourguiba recevait M. Benreda et quelques membres du GPRA. On apprenait alors le limogeage du chef d'état-major de la LN, Boumedienne, et de ses 2 adjoints, accusés de menées personnelles au profit de Ben Bella. Quoi qu'il en soit, Alger, de son côté, votait. Dans la Casbah verte et blanche, décorée comme pour une immense kermesse, on est allé très tôt aux urnes. On a voté massivement. On notait une participation féminine particulièrement importante. Et Bab el-Oued, qui fut le bastion de l'activisme, a aussi voté. Le lendemain, à Alger, commençaient les manifestations de liesse de la population musulmane. Des manifestations disciplinées. 99% des votants ont consacré l'indépendance de l'Algérie, décidé à coopérer avec la France. À Orly a commencé une semaine franco-allemande qu'on peut qualifier d'historique. Le général de Gaulle avait tenu à venir accueillir lui-même le chancelier Adenauer avec le cérémonial réservé au chef d'État. Par ce geste, le président de la République française soulignait un événement capital dans l'histoire des 2 pays. Faisant table rase d'un passé jonché de morts et plein de souffrances réciproques, la France et l'Allemagne se retrouvent réconciliées. Paris a été associé à cette réconciliation. Paris a salué de l'Opéra au Quai d'Orsay l'homme de 87 ans qui venait en terre française consacrer une entente qu'il a toujours voulu.
Ainsi s'établit, a dit le général de Gaulle, la base sur laquelle l'union de l'Europe, toujours rêvée, jamais encore réalisée, devient désormais possible. À Montreux, le Premier ministre, M. Pompidou, accompagné de M. Mesmer, ministre des Armées, a présidé à l'inauguration d'un monument dédié au souvenir du bataillon de gendarmerie qui s'illustra durant la campagne de France en 1814. À l'intention des gendarmes d'aujourd'hui, qui baptisaient leur nouvelle promotion, M. Pompidou a déclaré « La gendarmerie mérite l'estime, le respect et la confiance de la nation ». À Rouen, le nouveau palais des Congrès accueillait la 17e assemblée des directeurs de salles de cinéma français. Une assemblée placée sous un signe bénéfique puisque le président, M. Edlin, devait y annoncer des décisions gouvernementales qui, loin de couper l'appétit des congressistes, furent au contraire accueillis favorablement comme l'amorce d'une politique nouvelle en faveur du 7e art. Ils sont partis, les meilleurs pilotes internationaux et les meilleures voitures sont là, il ne manque que les Ferrari. Il n'y a donc au départ du Grand Prix de Reims que des voitures britanniques ou presque. 2 Porsche se sont égarés dans cette épreuve, mais elles ne sont là que pour mémoire. Pour prouver qu'il a plusieurs cordes à son arc, Surtees sur Lola numéro 26 a pris la tête dès le premier tour. Surtees est en effet un ancien champion du monde motocycliste, un renégat en quelque sorte qui préfère désormais la stabilité d'une voiture de course. Après avoir fait illusion, la voiture de Surtees n'a pas tenu à ce régime. C'est la Cooper numéro 6 du néo-zélandais McLaren qui lui succède. Et le fougueux jeune premier du sport automobile conserve l'avantage jusqu'à la ligne d'arrivée. Ses admiratrices mettent autant de fougue dans leur élan de sympathie, mais McLaren s'en tire cependant sans dommage et avec le sourire. Comme Monsieur Tout-le-Monde, après une journée bien remplie, ce jeune premier aux yeux candides retrouve ainsi chaque soir son petit bonheur. Ce petit bonheur, ce sont les moments trop rares qu'il passe en compagnie de sa femme et de sa petite fille Pascale, et pourtant ce père de famille tranquille, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, c'est Michel Jazzy, le plus grand athlète français de tous les temps. Sa journée est beaucoup plus longue que celle du commun des mortels, elle est réglée au chronomètre comme ses records. À l'heure du massage, depuis son réveil à 7 h du matin, Jazzy a déjà avalé 20 km de course à pied dans les bois, il en est ainsi chaque jour. Tout ceci pour en arriver là. Sur une piste où des milliers de spectateurs l'acclament pour pousser à fond sur l'admirable mécanique qu'il a mise au point à force d'énormes sacrifices. Jazzy, qui a 26 ans, n'est pas un homme exceptionnel, ce n'est pas un monstre. Ses qualités, il les a acquises grâce à sa volonté. Et cela donne cet admirable spectacle de l'athlète sûr de lui qui pulvérise le record du monde des 3000 mètres en 7 minutes 49 secondes 2 dixièmes. Piri, l'ancien recordman du monde, aurait terminé à plus de 20 mètres derrière lui. On peut être une grande vedette et continuer de mener la vie de tout le monde. Jazzy est un amateur, il ne mène pas une vie de milliardaire. Chaque jour, il se rend à son journal où il est typographe et c'est là qu'il a lui-même mis un point final à son dernier exploit en composant la page qui relate son extraordinaire performance.